C'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière. Ben oui. Puis en plus, on parle d'un des grands sujets d'actualité d'aujourd'hui, la bière, puis la domination du monde. Notamment, on parle de la domination du monde par La la Pilsner. Ben Pilsner. oui, on en a déjà parlé à une couple de reprises. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus au fond des choses. On va aller au vif du sujet. On va parler de la façon dont une petite bière qui vient d'une petite ville, quelque part en Bohème, va tout d'un coup devenir la bière commerciale la plus importante un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, hein. Puis Ouais. on peut-tu dire que 95% des bières, c'est des lagers dans le monde? Ouais, 95%, c'est des lagers. Une lager, c'est souvent une pils, mais ça peut être d'autres choses aussi. Mhm. T'en as de toutes les couleurs, t'en as de tous les goûts, t'en as de toutes les espèces, vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les lagers, c'est-à-dire le type de bière qui est le plus consommé, ben, le type de lager le plus consommé, c'est de la pils. C'est-à-dire comme la bière qu'on est en train de boire en ce moment, qui est la Pilsner originale, la grand-mère de toutes les pils et la mère de toutes les Pilsner. Et je dis Mais ça pas parce que... l'arrière-grand-mère. Non, ben là, ça serait un petit peu C'est un compliqué. autre, Là. là. Ouais, ça serait un petit peu plus compliqué. Je pense que l'arrière-grand-mère, logiquement, ça serait une ale du 12e siècle. Ah, je vois. Ouais. Je vois. C'est pas linéaire. Fait que la grand-mère. Oui, on parle des grands-mères. Ben, je dis ça parce que c'est la plus vieille brasserie qui fait de la Pilsner. C'est aussi la première brasserie qui a commencé à faire des Pilsner. Mais c'est pas les Bohémiens ou les Tchèques qui ont inventé la Pilsner qui vont l'exporter dans le monde. Ça va être les Allemands. Oui. Puis ça, c'est intéressant parce que, ben, à la base, la première Pilsner brassée en République tchèque est faite par un Bavarois, c'est-à-dire un Allemand. Quoique, c'est pas tous les Allemands qui diraient ça, là, parce que la Bavière est une province de l'Allemagne qui se considère un petit peu à part, comme Ok. bien des provinces dans plusieurs Ouais. pays qui se considèrent un petit peu à part. Mais oui. Mais grosso modo, c'est ça. C'est une technique de brassage qui avait été mise au point par un gars qui s'appelait, lui, Joseph Groll. C'était un des brasseurs les plus en vue en Bavière. Il connaissait son affaire et il avait une certaine technique pour brasser un type de bière qui est un type de bière connu comme étant de la lager. C'est une bière avec une levure à fermentation froide, lente. On appelle ça de la fermentation très basse. Ah ouais. Puis ça prend du temps, ça prend de Ouais, la ça va être pas mal long, réfrigération, ça. c'est long. En fait, ce que lui, puis sa gang, puis ses amis faisaient, puis d'autres personnes aussi avant, c'est qu'ils faisaient mûrir la bière dans des celliers, dans des caves, dans des grottes ou dans les montagnes pendant très longtemps, souvent pendant l'hiver. Et puis, on la buvait après le printemps, durant l'été, etc. Cette bière-là demandait des énormes souterrains où est-ce qu'il faisait très frais, où est-ce qu'il n'y avait il y avait pas de hausse de température soudaine. Et puis, des fois, quand il n'y avait pas de grotte, on mettait ça littéralement sous la terre. On creusait, là, évidemment, on faisait des passages, il y avait des souterrains. Et par-dessus, on installait des marronniers. Ah ouais. Le marronnier, c'est un arbre intéressant. Ça génère beaucoup de feuillage. Un feuillage vraiment épais. Tu as l'impression d'être dans la jungle, presque. Puis les racines ne sont pas profondes. Donc, si toi, tu as une espèce de cellier en pierre, puis tu veux le protéger un petit peu, ben, ce que tu fais, c'est que tu plantes des marronniers qui vont créer un épais feuillage. Donc, la lumière du sol ne va pas aller chauffer la terre. Puis les racines ne vont pas rentrer dans le cellier. Ils vont aller de façon plus horizontale. OK. Ce que je te décris, Intéressant. en fait, c'est la naissance du beer garden. Ah. Parce que les gens, dans ce temps-là, n'étaient pas fous. Ils faisaient d'une pierre deux coups. Tant qu'à avoir un espace de réfrigération souterrain qui doit être protégé du soleil avec des arbres, ben on va mettre des tables en dessous des arbres. Parce que ce qui est bon pour protéger la terre, pour protéger la bière, ça va être bon pour protéger les consommateurs de bière qui cherchent un coin d'ombre quand il fait chaud. Parce que dans la Bavière, il fait chaud durant l'été. Il fait tellement chaud que pendant une bonne partie du Moyen Âge, on avait peur qu'il y ait des incendies. Durant l'été, quand on brassait, toute forme de feu, dans des gros chaudrons en particulier, pouvait créer un brûlement de village au complet au 3e degré. Ouais, on voudrait pas ça. On voudrait pas ça. Puis là, il y a un autre problème aussi. Quand il fait chaud, puis tu brasses de la bière, puis que tu n'as pas de réfrigération, puis que tu n'as pas d'outils comme un thermomètre ou en tout cas des outils contemporains qu'on a aujourd'hui, tu risques de contaminer ta bière. Fait que la bière se contaminait, il y avait beaucoup de problèmes de contamination au Moyen Âge. Donc les Allemands, pardon, pas les Allemands, les Bavarois de l'époque se sont dit, écoutez les gars, là on va s'entendre, on fait pas de brassage de bière durant l'été. Fait que de septembre
à, je pense, mai, on pouvait brasser de la bière. OK. Puis, durant l'été, pendant au moins 3-4 mois, tu n'avais pas le droit. Brassais Personne n'avait le pas. droit. Si tu faisais ça, tu te faisais arrêter. Ah Puis ouais? là, ça répondait à un problème unique, qui était le problème de la contamination, puis aussi le risque d'incendie. Mais ça a créé des contraintes uniques aussi. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que tu faisais dans la période où est-ce que tu peux pas brasser de la bière? Il te fallait de la bière qui allait te brasser avant ça, qui allait pouvoir durer pendant 2 à 3 mois pour que tu puisses la boire durant l'été. Fait que ça, c'est un problème qui était unique dans toute l'Europe, là. OK. Et puis ça a généré un intérêt pour un nouveau type de bière qui est la lager. Cette lager-là qu'on met de côté, qu'on fait vieillir précisément durant le mois d'hiver pour qu'on puisse la boire durant l'été. Et puis là, ben ça va se développer au fil du temps. Puis là, ça va devenir une grosse industrie au 19e siècle. Puis on dit-tu que la lager se gardait plus longtemps? Ouais. C'était ça un peu le but? Ouais. Ben, au tout début, ce qui arrivait, c'est que la fermentation était plus lente. Donc déjà là, elle se faisait à froid. Et puis, je sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais c'est une bière qui déjà était entreposée à froid. Donc, il y avait moins de OK. bactéries dans l'air ou en tout cas dans le périmètre de sécurité immédiat du fût dans lequel c'était. Donc, ça se conservait très bien. Ça, on sait ça. Alors là, vers le début du 19e siècle, là, ça commence à brasser. Sans faire de bons jeux de mots. Tu sais, j'allais dire sans faire de mauvais jeux de mots, mais je sais que c'est un mauvais jeu de mots, fait que je vais dire sans faire de bons jeux de mots. Ça commence à brasser. Ben oui. Non, mais ça commence à changer un petit peu, là. Parce qu'en Angleterre, il y a eu la révolution industrielle. Et puis, au 19e siècle, c'est le début de la globalisation. C'est l'âge de l'impérialisme. Il y a des colonies, mais aussi, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès scientifiques. Et puis, la Bavière commence à utiliser des outils qu'on utilise en Angleterre. Au début du 19e siècle, il y a un grand brasseur dans tout le monde du brassage, puis c'est l'Angleterre. C'est là qu'on fait le meilleur brassage d'un point de vue industriel. On fait une bière relativement standard, qui se garde relativement bien, qui est plutôt sèche, avec un taux d'alcool assez élevé, genre 6 à 7%, qui est la porteur. C'est la porte-étendard de l'Angleterre, la porte-étendard de la révolution industrielle anglaise. Et puis, ces gens-là commencent à utiliser des thermomètres, commencent à utiliser des réfractomètres. Ça t'aide à décider c'est quoi, déceler le véritable taux de sucre dans ta bière. Okay. Puis ça te permet de mesurer la quantité de sucre nécessaire à ton mou. Donc, ça te permet de planifier. Puis après ça te permet au gouvernement d'avoir une forme de taxation qui est plus, disons, égale. Oui, parce que les gouvernements, ils taxaient la bière, mais ils taxaient aussi le malt qui allait dans la bière. Fait que souvent, on taxait la bière en fonction du sucre, littéralement, qui rentrait. Puis ça, on faisait ça par le poids. Mais à un moment donné, une fois qu'on a développé les bons outils, on était capable de mesurer plus précisément. C'est ça, la taxation qu'il fallait, pas basée sur le sucre qui rentrait, donc la céréale, mais basée sur le taux d'alcool qu'il y avait dans la bière. Ça, c'était avec le réfractomètre. Le réfractomètre. Toi, t'en as-tu un réfractomètre? Ouais, j'en ai un. Ok, cool. Ben, j'utilise une espèce de thermomètre. Ça a l'air d'un thermomètre, mais en réalité, il y a une certaine forme de gravité. Puis, dépendamment de la hauteur vis-à-vis la surface de l'eau, ça te dit combien de sucre a été mangé par ta levure. Puis comme ça, tu sais quel pourcentage d'alcool ta bière a. C'est ça. Parce qu'en réalité, le calcul est une déduction. Tu as un taux de gravité original par rapport à la gravité spécifique de l'eau qui, mettons, je vais t'inventer un chiffre comme ça arbitraire, qui est de 1.060. Ouais. Et puis là, tu laisses ça fermenter. Dans la fermentation, la levure mange le sucre qui est en suspension dans l'eau. Et puis ça fait baisser le sucre qui est dans l'eau parce que la levure le mange puis le transforme en d'autres choses. Et puis la levure transforme ton sucre en dioxyde de carbone puis en alcool. Puis ça fait aussi des faveurs. Ça fait des faveurs à la saveur. Ça fait des flaveurs. Des flaveurs. Je pense que flaveur est un véritable mot, malgré que je ne l'utilise pas. Personnellement, je n'ai même pas un nez très développé. Je veux dire, j'ai de la misère à capter un arôme. Il va falloir que tu apportes un genre de scientifique. Là, ouais, on est rendu parler de la bière de ce genre de cocktail-là. Là. Ouais, parce que c'est un cocktail qui nous en donne toutes les couleurs. La levure elle-même, de par son action, ajoute genre à peu près 1000 différentes substances dans ta bière qui peuvent avoir toutes sortes d'effets bénéfiques ou des fois juste mauvais. Ça dépend de la levure que tu as. Mais bref, pour revenir à la lager,
Parce que ça, on a fait un gros détour. C'est un petit détour. C'est un bon détour. C'est un détour moyen. C'est comme une PME du détour. Une PME du détour, bon. Voilà. Petite moyenne entreprise. Donc, c'est ça. La lager est en vogue. Ça se développe bien au 19e siècle. Il y a un Bavarois qui va être repêché par la ville de Pils pour créer une nouvelle brasserie qui va devenir Pilsner Urquell. On boit leur bière en ce moment. Très bonne, bel arôme. Du houblon un petit peu floral, herbacé, herbeux, légèrement épicé. Et puis bon, ce gars-là, il se fait donner un contrat pour relancer l'industrie brassicole à Pilser après une série de crises. Et lui, il retourne en Bavière avec ce qu'il a appris dans la ville de Pils. Donc lui, c'est un Bavarois qui a créé la Pilsner. Il s'en va en Bavière et il essaie de faire la même chose. Il ne sera pas capable. Ah non, pourquoi? Parce que l'eau est différente. Une des raisons pour laquelle la bière qu'on boit est si claire, et dorée, si dorée, si désaltérante, c'est en particulier parce que le profil de l'eau est tellement clair. Il n'y a pas de calcium dans cette eau-là. En tout cas, il y en a, mais il y en a presque peu. Fait que c'est une eau qui est très pauvre en minéraux. Et puis, si tu prends par exemple certaines villes comme la capitale de l'Irlande, Dublin, l'eau là-bas est très, très, très riche en calcium. Ça change complètement le profil de la bière. Puis une bière très claire, sans minéraux, ça permet une eau très claire, sans minéraux, ça donne quelque chose qui est très, très, très transparent. Puis ça va faire la réputation vraiment de la Pilsner. Puis là, vu que tu as de l'air à connaître ton eau, autant que tu connais ta bière. Je sais pas. Nous, au Canada, on a quel genre d'eau, là? C'est-tu bon pour faire de la Pils? Ou, Absolument aucune idée, mon ami. Ah, OK. Ouais. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, ben oui, tu fais bien. Mais aujourd'hui, c'est moins important si ton eau est, comment je peux dire ça, tu peux traiter minéralisée de façon appropriée ou pas, parce que tu peux la traiter, tu as la technologie. Ouais. Mais dans le temps, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant qu'on réalise que telle eau était bonne pour telle bière. En fait, c'est souvent le contraire qui est arrivé. Telle bière était bonne à cause de telle eau, puis on a découvert pourquoi après. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, puis ça va avoir une influence sur la façon dont la Pilsner, inventée par un Bavarois en République tchèque, va goûter ou va muter même en Allemagne. Parce que dans le sud de l'Allemagne, l'eau est quand même pauvre en minéraux, surtout en Bavière, mais dans le nord, il y a plus de minéraux. Fait que ça va faire que des villes comme Brême ou Hambourg, qui vont commencer à essayer de faire la même chose, à essayer de faire de la Pilsner en Allemagne, eux, ils vont être plus amers. Parce que le côté minéral de la chose va accentuer l'amertume du houblon. On utilise déjà des houblons qui sont un petit peu plus amers en partant. En Bohème, c'était du Saz, qui a le côté un petit peu plus floral. Puis en Allemagne du Nord, là, ça va être, je pense qu'on va utiliser du Alerto et 2-3 autres dont je me souviens plus. Mais surtout, c'est l'eau qui va avoir une influence sur un profil un petit peu plus amer, un petit peu plus sec aussi. Donc là, la Pilsner prend d'assaut l'Allemagne. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ça va être un Bavarois qui va lancer la bière en République tchèque. Ça va être la Bohème qui va lancer la Pils dans l'Empire autrichien. Puis après ça, c'est les Allemands qui vont industrialiser et qui vont exporter la Pilsner. Ils vont en faire un empire. Les Allemands ont une culture de commerce, ils ont des ports, ils ont des positions. Et puis surtout, ils ont accès à un capital qui n'est pas disponible ailleurs. Donc, ils commencent à exporter la bière un petit peu partout. Puis en même temps, ils passent à travers un paquet de nouvelles innovations. On imite la Pilsner. On l'imite tellement que les gens en République tchèque, en Bohème, ils se fâchent. Parce que quand on a inventé la Pilsner, là, on n'a pas eu l'idée d'aller chercher des droits d'auteur. Ça n'existait pas dans le temps. Non, c'est ça. Tout le monde pouvait la copier. Tout le monde la copie et tout le monde l'a fait d'ailleurs. Parce que, rappelons-le, la bière, elle est publiée la première fois en 1842. En dedans de 10 ans, cette bière-là est disponible dans les bistrots de Paris, dans les cafés à Amsterdam. Elle est courue, elle est connue, c'est un succès instantané à cause d'un paquet d'affaires. Puis une des raisons, c'est que c'est la première lager vraiment pâle de toute l'histoire. On n'a jamais vu ça avant. Ça, c'est vraiment l'Allemagne qui a fait ça. C'est qui l'a distribué. Là. C'est la Bohème qui a assisté à son enfance. C'est la Bohème qui l'a brassé pour de vrai au début. Puis après ça, c'est l'Allemagne qui l'a distribué à travers l'Europe et qui a commencé à l'exporter massivement aux quatre coins de la planète. Et puis là, c'est là que ça va devenir intéressant. Là, la Pilsner, elle continue sa poursuite effrénée de la conquête du monde de la bière. Elle s'en va aux États-Unis. Et puis là, ça va faire comme... Oui, ça a vraiment explosé. Là. Ah, c'est fou raide. Ça va tasser toutes les bières qui existent aux États-Unis. Toutes.
ou presque. Ça va devenir la bière la plus importante en même pas une génération. Et puis ça, c'est intéressant parce que au moment où est-ce que la Pilsner, ou plutôt la Lager, entre aux États-Unis, la consommation de bière est pas nécessairement en train de décliner, mais elle a atteint un plafond, puis elle commence à avoir un petit peu peur. Là. Ouais, On commence c'est à... neutre. Là. Ça commence à mal aller pour plusieurs raisons. Deux grandes raisons. La première, c'est que au début du 19e siècle, la guerre d'indépendance américaine est encore fraîche. Donc, la bière d'importation, qui est la plus grande bière consommée parce que la bière américaine ne fournit pas, on n'en produit pas assez, donc on en importe, ça commence à être mal vu. On commence à associer la bière avec l'Angleterre, qui est encore, dans les yeux de plusieurs Américains, un peu l'ennemi à cause de la guerre d'indépendance qui est encore fraîche. Donc, par patriotisme, certains Américains préfèrent se tourner vers les spiritueux, vers le gin, vers le whisky, vers le rhum. OK. Donc, la consommation de whisky en particulier explose. Dans les westerns, on a vu dans beaucoup de films que l'alcool de prédilection, c'est pas de la bière, c'est le whisky. C'est un shooter de whisky. Ça, c'est pas juste une caricature, c'est un peu basé sur la réalité. Mais pareil, l'Américain moyen boit beaucoup de bière, mais de moins en moins. Et puis là, il y a le mouvement de la tempérance aussi, qui arrive au début du 19e siècle, qui est déjà bien fondé vers 1820. Le mouvement de la tempérance, c'est fondé par des femmes, des industrialistes, des membres de l'Église, qui constatent qu'on boit trop d'alcool et que c'est dangereux pour la santé. Donc, il y a tout un espèce de débat sur la santé qui vient de la consommation d'alcool. Et c'est pas tant à cause de la bière, apparemment, qu'à cause de l'accès de plus en plus grand à des spiritueux qui coûtent de moins en moins cher et qui sont de plus en plus bu et qui créent beaucoup de problèmes. Donc là, le mouvement de la tempérance va faire en sorte que, et ça c'est ce que je trouve le plus drôle dans cette histoire-là, ce sont des gens qui sont contre l'alcool en général, qui vont se tourner vers la lager et la pilsner comme une façon de faire diminuer l'alcoolisme en général. Pourquoi? Parce que la lager et la pilsner, en fait, c'est pratiquement la même chose qui va se développer aux États-Unis, est super faible en alcool. Ouais. Donc, tout le monde est content parce qu'on sait que les gens vont boire de l'alcool. On boit peut-être 1 à 1,5 litres d'alcool par tête de pipe aux États-Unis à ce moment-là. Je connais pas les chiffres exacts. Mais je sais que la lager prend d'assaut les États-Unis, notamment à cause des immigrants allemands. Dans 30 ans, entre 1830 et 1860, il y a à peu près 5 millions d'immigrants qui arrivent. 60%, c'est soit des Irlandais, soit des Allemands. Ils boivent énormément de bière. Et il y a beaucoup de brasseurs là-dedans qui viennent d'Allemagne, qui amènent leur technique brassicole et qui commencent à faire des bières de type bavarois, des types continentaux, comme on dit. Et puis là, ils commencent à faire de la lager qui est immédiatement très populaire. Malgré la tempérance et malgré la passion américaine à cette époque-là pour le whisky, la lager prend d'assaut le pays au grand complet, facilité par le grand mouvement de l'époque contre l'alcool. OK, fait que c'est vraiment eux qui ont fait que la lager, elle a été grandement bu. Ben, il y a d'autres choses aussi qui arrivent. C'est la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle après celle qui se passe en Angleterre. Plus de mécanisation basée sur la Nouvelle-Angleterre. Et puis là, tu as beaucoup d'ouvriers qui, eux, peuvent pas retourner chez eux quand ils travaillent. Fait qu'ils boivent puis ils mangent dans le taverne, le pub, le bistrot et ou le restaurant de l'industrie dans laquelle ils sont. Puis la lager, t'as-tu moins cher que les spiritueux dans le temps aussi? Ben, c'est ça qui est drôle avec la lager, parce que pour une brasserie à l'époque, brasser de la lager, ça coûte plus cher. Puis en général, au début, les lagers coûtaient un petit peu plus cher. Sauf que la demande était plus grande parce que les gens qui buvaient pas de la bière en général trouvaient que la bière de type lager, de type pils, était moins incommodante. Parce qu'en réalité, il y a un goût moins prononcé, le houblon est moins prononcé, les arômes sont moins prononcés. C'est plus doux comme bière. C'est plus doux. Puis aux États-Unis, il y a eu beaucoup de publicité et beaucoup de débats sur la capacité de la lager à ne pas te saouler. Je veux dire, très sérieusement, il y a des gens qui défendaient en cours la lager en disant « Cette bière-là ne peut pas saouler un homme. » Pour preuve, et là, je te disais, il y a des gens qui étaient
en cours, là, puis qui parlait devant un juge, et puis ouais. qui disait « Je peux vous le jurer parce que moi, j'en ai bu 18 hier. » Ouais, Puis ça, c'était considéré comme étant une preuve. Évidemment, bon, il y avait deux sortes de débats là-dessus, mais ce qui arrivait, c'est qu'il y avait vraiment des gros débats aux États-Unis par rapport à la santé, par rapport à la moralité aussi de l'alcool, parce qu'on condamnait les dangers de l'alcool plus souvent sur des points de vue moraux que purement, disons, psychologiques ou des points de vue de la santé. On pensait que c'était un vice moral que d'être alcoolique, mettons. On pensait pas que c'était d'autre chose. C'était d'abord une question de faiblesse. Puis après ça, pour les industrialistes, là, c'est un grand danger. Parce que les compagnies comme Ford, ils ne voulaient pas avoir des ouvriers qui allaient consommer trop de bière. Et puis ça va faire en sorte que la bière aux États-Unis va devenir très faible en alcool. Puis là, les grands vendeurs de bière, les grandes brasseries vont réaliser que moins il y a d'alcool, plus ils font de profit. Ça va faire des grandes dynasties. Puis là, ça va commencer aussi avec l'immigration allemande, qui va faire changer un peu le centre de gravité brassicole des États-Unis, qui était New York, et puis Cincinnati, Philadelphie. Ça va se starter vers l'intérieur du continent, dans la région des Grands Lacs. Ça va se centrer dans la ville de Milwaukee, qui va devenir la première ville brasseuse de bière de toute l'Amérique du Nord. La bonne Milwaukee. Ben oui. Non, il y a vraiment un moment où est-ce que Milwaukee, c'était le détroit de la bière, là, si tu veux. Pour reprendre l'exemple avec l'industrie automobile. C'est là que ça se passe. Il y a les Grands Lacs, donc tu peux déplacer ta bière par bateau assez facilement. Puis ça te donne accès à tout le réseau de rivières de la Nouvelle-Angleterre, qui est le plus grand système de navigation intégré de toute la planète. Là. C'est énorme. Ça réduit les coûts aussi pour la révolution industrielle américaine. Donc, tout ça pour dire que Milwaukee devient un grand centre. Puis là-bas, eh bien, ce sont des immigrants qui viennent de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Irlande, qui, eux, vont arriver avec un peu de capital, un certain savoir-faire, puis surtout un style de vie. Parce qu'on s'attend à boire de l'alcool de qualité. Donc, on commence à faire ça. Et puis, ça va faire complètement changer le paysage alcoolisé, si on veut, aux États-Unis. Donc, ça va tasser un petit peu les spiritueux, mais ça va aussi tasser beaucoup de bières qui se faisaient à l'époque, comme les porteurs, comme les stouts, comme les bières à la citrouille. C'était étonnamment populaire. Ah ouais? Ah oui, une fois par année, là, pendant une couple de semaines. J'ai bu ça, une bière à citrouille? Jamais, je pense que je suis rendu là. Ah, peut-être. Moi, je suis pas... Non. Ben, je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Là. J'espère que ça goûte la citrouille. Mais non, j'ai jamais goûté à ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en lisant sur l'histoire de la bière aux États-Unis, je réalise que c'est vraiment quelque chose. Là. It's a big deal. Ah ouais? Hein? Oh oui. Je sais pas si c'est si c'est juste saisonnier ou si on trouve une façon d'en boire pendant plus longtemps. Mais ça pour dire que la lager, elle part de la Bohème, elle s'en va en Bavière. Si c'est un Bavarois qui l'a créé, ça va être l'Allemagne qui va l'exporter. Et puis, c'est l'Allemagne aussi qui va l'amener aux États-Unis. Les Américains vont s'emparer de cette bière-là, puis eux-mêmes vont commencer à l'exporter un petit peu partout dans le monde. Puis aujourd'hui, la lager, c'est comme tu le disais, l'essentiel des bières vendues partout dans le monde. Tout ça nous vient, puis ça, c'est ce que je trouve le plus drôle, d'une tentative d'une ville sur un autre continent, de tout simplement avoir une excellente bière de qualité. Mais c'est intéressant parce que c'est un projet de société. C'est une assemblée commune qui se dit, nous, on va se mettre en commun, on va investir nos ressources ensemble, on va faire quelque chose de très bon. Et ça a suivi en Allemagne, où est-ce qu'il y a une espèce de climat de coopération, de recherche, d'échange, de discussion. Il y a une université, il y a des écoles de brassage qui vont se développer au 19e siècle, qui va faire en sorte que l'Allemagne va vraiment aller puiser dans la lager tout ce qu'il y a de bon et de productif, puis va le donner à toute la planète. Incroyable. Je pense que c'est le temps d'une autre bière. C'est le temps d'une autre bière. ça va être nos fins de podcast. C'est le temps d'une autre bière. Ben oui. Ça va être le temps d'une bière. Parce que c'est un bon temps pour une bière. Oui. Bon, ben c'est le temps d'arrêter.